petite fille, elle rêvait d'avoir beaucoup d'enfants, d'être écrivain et d'habiter en bord de mer. Des rêves tous exaucés à la quarantaine. Cette professeure de lettres, qui a longtemps écrit pour la jeunesse, a publié son premier roman il y a 3 ans et a déjà été distinguée par le prix Bretagne. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette cabine de page. Bonsoir Gwenaëlle Robert. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons installé notre cabine de page ici, sur la plage du Val à Saint-Malo. Saint-Malo, pourquoi c'était un rêve ? C'était un rêve parce que d'abord c'était un lieu de vacances. On y a passé de nombreuses vacances avant de s'y installer à l'année. Et je pense que comme beaucoup, on avait le souhait de pouvoir prolonger nos vacances au-delà de la fin du mois d'août. Alors c'est un souhait qui s'est réalisé il y a 5 ans, lorsqu'on a pu s'installer au centre de Paramé, ici à Saint-Malo. On trouve l'inspiration ici ? Oui, parce que d'abord, c'est un cadre sublime qui varie en fonction des marées, en fonction du temps. Et puis également parce que c'est une ville historique et que les fortifications Vauban, les remparts et puis toute cette mythologie des armateurs, des corsaires, ça nourrit aussi mon imaginaire. Il se trouve que Saint-Malo, justement, et la Bretagne ont un lien avec votre dernier livre, votre 3e roman, Nevermind, paru aux éditions Robert Laffont. Vous vous êtes intéressé à Joseph de Limoëlan, qui a participé à l'attentat de la rue Saint-Nicaise, un des nombreux attentats perpétrés contre le premier consul Bonaparte. Qui est ce Joseph de Limoëlan ? Comment êtes-vous parti sur ses traces ? Alors c'est un chevalier qui a vécu pas très loin de Saint-Malo, mais enfin déjà dans les Côtes d'Armor, dans un château qui s'appelle le château de Limoëlan à Bron, et qui est essentiellement connu parce qu'il a participé à l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Il est surtout le seul qui a réchappé à la police de Fouché, à la répression de Fouché. Ses acolytes ont été guillotinés et lui, on a perdu sa trace. Alors j'ai essayé de retrouver un petit peu ce qu'avait pu être son itinéraire. Et vous avez mené une véritable enquête historique ? Ah oui, j'ai eu plusieurs jalons. D'abord, il y a une rue, Picot de Clorivière, c'est l'oncle de Limoëlan, par loin de chez moi. Et puis ensuite, j'ai rencontré des descendantes du chevalier de Limoëlan. J'ai pu visiter le château où il s'était caché. Et ainsi, en avançant sur ses traces, j'ai pu reconstituer, à partir d'indices, ce qu'avait été sa destinée. Parce qu'en finalement, on avait très peu de documentation. Il avait écrit des mémoires qu'il a fait brûler à sa mort. Et puis, l'essentiel de sa vie, c'était une vie clandestine. Vous travaillez à partir de carnets très très détaillés. Oui, c'est nécessaire parce que cette période suppose évidemment une chronologie très précise, puisque le destin de Limoëlan croise d'autres destins de personnages fictifs, mais il faut évidemment que les dates coïncident. Les lieux aussi ? Les lieux aussi. C'est une typographie qui est évidemment différente. Cette rue Saint-Nicaise, par exemple, elle n'existe plus dans Paris et il fallait reconstituer un plan de Paris d'époque. Alors, votre précédent roman, Le Dernier Bain, était écrit à partir du tableau de David qui revisitait la mort de Marat. Votre univers, c'est l'histoire ? Oui, c'est l'histoire et je dirais plus précisément ce que les historiens laissent aux romanciers, c'est-à-dire ces marges dans lesquelles peuvent se mouvoir des individus anonymes et qui rencontrent le flux de l'histoire, mais qui restent dans l'ombre parce qu'ils n'intéressent pas le travail, des historiens en tant que tels. Donc pour le romancier, c'est évidemment une place immense qui lui est laissée pour imaginer des vies qui ne sont pas retracées dans les documents officiels. On le voit entre votre précédent roman, celui-ci, cette période de la fin du XVIIIe et du début du XIXe semble vous fasciner. Pour quelle raison ? D'abord parce que se succèdent un certain nombre de régimes. Par exemple, le Nevermind se passe sous le consulat, mais on sent qu'on est en transition entre la République, juste avant l'Empire. Et puis ainsi, tout le XIXe est jalonné de renversements, de révolutions. Alors tout ça perturbe les destinées individuelles des personnages et c'est ce qui m'intéresse. Nevermind est sorti juste il y a 2-3 jours. On est en pleine rentrée littéraire. Qu'est-ce que ça change pour vous ? C'est une période stressante ? Je dirais que c'est plutôt un moment assez euphorisant. Le travail d'écriture pour Nevermind, ça a été 2 ans d'écriture. C'est un travail qui est à la fois solitaire et silencieux. Et la rentrée littéraire, c'est tout à coup la possibilité de pouvoir rencontrer des lecteurs, de pouvoir échanger avec des libraires. Et je trouve que c'est des échanges qui sont passionnants et qui permettent de rompre un peu avec la solitude de l'écrivain. Et les libraires, justement, sont nos partenaires pour cette cabine de page. Ils nous adressent chaque semaine une carte postale. Celle-ci nous vient de Béton, de la librairie Garganmo. Et c'est Manon qui nous adresse ses coups de cœur. Je vais vous parler de Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. On est en Caroline du Nord. Le personnage Kia est abandonné par la force du destin par tous les membres de sa famille entre ses 7 et 10 ans. Elle devient alors celle que l'on nomme souvent avec crainte ou dégoût la fille des marais. Et elle incarne complètement cette nature luxuriante et sauvage qui la nourrit dans tous les sens du terme. Et elle va y survivre, se grandir.
Sa route va croiser aussi celle de personnages tendres ou vénéneux. Et nous, lecteurs, assistons tendus, poisseux et émus à la naissance d'une femme extraordinaire. Je vais vous présenter La plus précieuse des marchandises, un conte de Jean-Claude Grimbert. Conte humaniste à lire et à relire. Même vous en dire un peu serait en dévoiler déjà trop. C'est une fable intemporelle qui traverse l'histoire de nos vies, nous remue au plus profond de nos âmes. On peut rendre un grand hommage à Jean-Claude Grimbert qui, par la justesse de sa plume, le pouvoir des mots lumineux, nous questionne. Et n'oublions jamais les héritages du passé afin de nous construire avec vérité. Merci à Manon. Et maintenant, jetons un coup d'œil du côté de nos châteaux de sable. Vous qui êtes une amoureuse des bords de mer, je vous propose 2 imagiers. Cet imagier des fonds marins, des 2 petits poissons de Gabriella Corcione et Ingrid Chabert aux Petites Bulles Éditions, une éditrice de Vannes. C'est l'occasion de découvrir le vocabulaire des poissons des fonds marins en suivant la course de sardines et de coquettes. Et cet autre imagier bilingue cette fois, signé Céline Lamour-Crochet, cette costarmoricaine qui est à la fois auteure et illustratrice, a fait sa réputation notamment sur le travail des calligrammes. Et voilà la méduse dans les 2 langues, en breton, morgoalen et en français. Un beau travail qu'elle pratique aussi souvent en atelier avec les enfants des écoles. Petit imagier qui est paru chez Cobrez. Et on finit avec cet îlot crabe signé Anna Gonzatine, quimpéroise qui vit à Nantes. C'est publié chez Vite Cocagne. C'est l'histoire d'Henri, un marin qui, sur son île paradisiaque, veille sur d'adorables petits crabes. Il rêve de découvrir le monde, mais ne veut pas les abandonner. Ses amis vont l'y aider. Merci beaucoup, Gwenaëlle Robert. Très belle rentrée littéraire à vous. Nous refermons cette cabine de page pour ce soir. Dimanche prochain, nous nous installerons à Rennes à la rencontre de l'auteur de thriller Caril Ferret. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour retrouver toutes les références des livres dont nous vous avons parlé. Très belle soirée à tous.